Ok, bonjour à tous et bienvenue à cette activité Repenser les réponses humanitaires qui est faite pour commémorer les 75 ans des Nations Unies. Nous voulons profiter de cette occasion non seulement pour célébrer notre organisation, mais aussi pour ouvrir des espaces afin de discuter des questions critiques de l'agenda mondial. Cela est important car nous voyons les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans le monde entier en raison de la pandémie du Covid-19. C'est dans ce cadre que nous avons développé ce webinaire. L'Impact universitaire des Nations Unies, UNAI, est un réseau académique créé pour aligner les établissements d'enseignement supérieur sur les objectifs et les principes des Nations Unies. Avant de continuer, nous allons regarder une vidéo qui a été préparée pour marquer la journée des Nations Unies. BCSS, if you can play the video. Chers amis du monde entier, le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies tombe en plein milieu d'une pandémie mondiale. Notre mission fondatrice est aujourd'hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l'humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le moment est venu d'intensifier les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu mondial. Le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L'urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Un nombre croissant de pays, de villes et d'entreprises se sont déjà engagés à atteindre cet objectif. Partout dans le monde, nous devons faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines causées par la pauvreté, les inégalités, la faim et la haine, et lutter contre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, le sexe ou toute autre distinction. Depuis des mois qui durent la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu'ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le Covid-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous. Les objectifs de développement durable représentent notre plan et source d'inspiration pour mieux nous relever. Nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale. Nous pouvons les surmonter si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C'est la raison d'être même des Nations Unies. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés, elle vous appartient. C'est vous, c'est nous les peuples. Ensemble, défendons les valeurs imprescriptibles de la Charte des Nations Unies. Poursuivons les progrès que nous avons accomplis au fil des décennies. Agissons pour que notre vision commune d'un monde meilleur pour tous devienne réalité. Je vous remercie. Bien. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre première oratrice, Madame Geneviève Wills. Elle a une vaste expérience dans le secteur humanitaire avec les systèmes des Nations Unies et des ONG, au Kosovo, en République centrafricaine, à Burundi, à Jérusalem, dans la bande de Gaza, au Yémen et en Haïti. Elle est la directrice à Paris du Bureau de Paris du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Et pour rappel, comme vous savez, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a reçu cette année, 2020, les prix Nobel de la paix. Madame Wills, vous avez la parole. Madame Wills, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup, Omar. C'est un vrai plaisir que de me retrouver aujourd'hui avec vous pour 75 minutes de conversation afin de repenser l'humanitaire et également avec les autres intervenants.
Donc, je vais commencer avec un rappel concernant le PAM, et après, nous allons revoir également la situation au niveau de la sécurité alimentaire et son évolution liée au Covid. À l'heure actuelle, le PAM est présent dans 90 pays et nous servons 100 millions de personnes. C'est la première organisation humanitaire qui lutte contre la faim et qui fournit une aide alimentaire dans les situations d'urgence et qui travaille avec les communautés sur de la nutrition et également qui permet de renforcer la résilience. Nous sommes présents sur des terrains d'urgence, là où les conflits font rage, lorsque les catastrophes naturelles dévastent des régions entières et détruisent également tous les moyens de subsistance des populations. Nous apportons un soutien en vivres, mais également en espèces, lorsque le contexte le permet, ce que nous essayons de faire le plus rapidement possible, afin que cela donne un choix plus important dans l'allocation des ressources aux personnes que nous servons et principalement aux femmes. Chaque jour, le PAM envoie environ 5000 camions, 20 navires et 92 avions de par le monde. Nous sommes l'épine dorsale, comme cela a été montré lors d'Ebola ou lors du Covid, de la logistique humanitaire, afin de transporter les vivres, les équipements et les personnes. Pas seulement le PAM, bien entendu, mais également l'ensemble de la communauté humanitaire, afin de leur permettre de faire leur travail. Afin de traiter des causes profondes de la faim, notamment lors des crises prolongées, le PAM a mis en place des programmes de développement afin de renforcer la résilience des populations et des systèmes alimentaires dans leurs ensembles. Les programmes sont mis en œuvre avec une approche qui est dite intégrée afin de maximiser les effets. Ainsi, nous ciblons les zones vulnérables et les personnes qui sont les plus vulnérables. Et ce, grâce à notre unité d'analyse du contexte et de la vulnérabilité, que vous connaissez sans doute et qui s'appelle VAM. À l'heure actuelle, nous avons différentes interventions principales. Je peux en nommer quelques-unes. La principale, qui nous importe tous aujourd'hui, ce sont les repas scolaires dans les écoles. C'est un mécanisme de protection sociale qui est absolument indispensable afin de garder les enfants à l'école le plus longtemps possible. Surtout les filles qui aujourd'hui sont particulièrement à risque, comme cela a été dit lors de la présentation du secrétaire général, et de leur permettre d'avoir une meilleure nutrition. C'est un programme environ de 17 millions de personnes. Nous avons également des programmes de développement rural où les communautés sont appuyées dans la réhabilitation de leurs champs qui sont souvent très dégradés par la sécheresse, où nous construisons avec les communautés des ouvrages hydrauliques comme des canaux afin d'améliorer la gestion en eau. Nous avons des programmes également de nutrition pour les femmes, pas toujours, pour les enfants, bien souvent, afin de briser le cycle de la malnutrition. Nous avons également de plus en plus des achats locaux où nous essayons, dans la mesure du possible, de renforcer les systèmes existants au niveau de l'approvisionnement. Nous avons également un appui qui est important avec les autres agences des Nations Unies et nos partenaires, tant locaux que des ONG internationales, au niveau de la gouvernance, qui est indispensable avec les différents gouvernements dans ces 90 pays. Ces programmes contribuent au renforcement de la cohésion sociale et à la création d'emplois qui est particulièrement essentielle aujourd'hui, afin de prévenir les différentes tensions que nous voyons et qui ne font qu'augmenter. Le Sahel en est un excellent exemple. Les pasteurs et les agriculteurs sont régulièrement en conflit en raison de la raréfaction des ressources et la région est traversée par des tensions qui sont toujours grandissantes et qui alimentent l'extrémisme violent. Le PAM intervient dans de nombreuses localités et les programmes que nous avons ont fait leurs preuves. Nous voyons une baisse de la migration, une augmentation des rendements agricoles, une hausse de la scolarisation. La nourriture, il est indéniable, peut être un facteur de stabilité et par extension de paix. Enfin, nous avons des programmes qui sont innovants, qui doivent nous permettre d'atteindre l'objectif 2 pour 2030.
Tous les acteurs doivent se mobiliser. Le PAM a donc créé un accélérateur d'innovation qui est à Munich et qui travaille avec des entreprises privées, des gouvernements et des centres de recherche également. Nous avons également un autre centre depuis 1 an et demi qui est le CERFAM, qui travaille avec le gouvernement ivoirien à Abidjan pour l'insécurité alimentaire. C'est un centre de recherche, principalement de recherche, et qui est basé sur de l'information sud-sud, principalement. Maintenant, la réponse au Covid. On estime que le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë passera de 135 millions en 2019 à 270 millions pour la fin de 2020. Les conflits et les changements climatiques sont les principales causes de la faim, mais l'impact du Covid-19 en est aujourd'hui la principale raison, principalement dans les zones urbaines. Depuis le début de la crise, le PAM est fortement mobilisé. Les ralentissements et les blocages sur les chaînes d'approvisionnement ont contribué à une envolée des prix dans de nombreux de ces pays. Le PAM a prépositionné des stocks près des points critiques afin que les distributions soient maintenues, mais également mis en place des ponts aériens afin que les équipements et le personnel humanitaire puissent continuer à circuler, malgré l'arrêt de beaucoup de lignes commerciales et ceux que nous voyons dans tous les pays dans lesquels nous travaillons. Le directeur exécutif a sonné la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises et mis en garde contre une pandémie de la faim. Concernant le prix Nobel de la paix, il y a 1 mois, le PAM a eu l'immense honneur de recevoir le prix Nobel de la paix 2020 pour son travail dans les zones de conflit et sa contribution à créer un climat de paix. Cette récompense, qui nous a profondément touchés, reconnaît le travail acharné de nos collègues sur le terrain, mais également le travail des donateurs, des gouvernements et des sociétés civiles. Nous travaillons dans des conditions difficiles, parfois très dangereuses. Et nous devons continuer à pouvoir faire notre travail. C'est d'ailleurs au cœur du droit humanitaire. L'accès est un problème que le PAM rencontre régulièrement. Et pourtant, nous devons pouvoir accéder sans condition aux personnes qui sont les plus vulnérables en toute sécurité. Ces dernières années, je tiens à le rappeler, les humanitaires sont de plus en plus ciblés en dépit de leur neutralité, ce qui n'est pas admissible. Ce prix condamne aussi l'utilisation de la faim comme arme de guerre et reconnaît le cercle vicieux entre la faim et la guerre et les conflits. Le Yémen est malheureusement l'exemple le plus frappant. C'est un pays qui est traversé par plus de 40 lignes de front. C'est la plus grande catastrophe humanitaire qui soit. Nous y assistons près de la moitié de la population. Par ce prix, le comité Nobel a également souligné l'importance de la sécurité alimentaire pour favoriser la paix et la stabilité. C'est essentiel et c'est ce que les PAM s'efforcent avec ses partenaires à faire lors de nos programmes de développement et au travers du Nexus, ce qui veut dire développement humanitaire, paix et stabilité. En 2017, le PAM a empêché, et nos partenaires, 4 pays à tomber dans la famine, le Yémen, le Sud-Soudan, la Somalie, le nord-est du Nigeria et d'autres petites parties également qui sont dans le Sahel. Aujourd'hui, cette menace est de nouveau bien réelle. Le PAM et la FAO ont sorti un rapport vendredi dernier mettant en garde contre la dangereuse montée de l'insécurité alimentaire aiguë dans certaines de ces zones, notamment au Burkina Faso, au nord du Nigeria, à nouveau au Sud-Soudan et au Yémen. Des mesures doivent être prises rapidement. L'ensemble de la communauté internationale doit se mobiliser pour l'objectif et pour atteindre l'objectif pour 2030. Aujourd'hui, il semble inatteignable si ces conflits ne cessent pas. En ces périodes incertaines, le multilatéralisme est absolument clé pour atteindre cet objectif. Merci. Merci beaucoup, Madame Wills Dupin. Et maintenant, je vais présenter Dr. François Audet.
Il est le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire dans l'Université du Québec à Montréal. Il a travaillé avec la Croix-Rouge canadienne, Care Canada et les centres canadiens d'études et de coopération internationale en Haïti, la Colombie, Honduras, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Dr. Audet, vous avez la parole. Dr. Audet, you have the floor. Merci beaucoup. Merci au comité organisateur de m'avoir invité avec tous ses collègues que je salue. Je vais faire une présentation peut-être un peu plus académique, donc étant du côté académique maintenant. Et le mandat qu'on nous a donné était est un gros défi, hein, donc en 5 minutes de faire un peu le bilan de l'état des lieux dans nos domaines respectifs. De mon côté, donc en tant que chercheur sur ce qu'on appelle en français the Humanitarian Studies, alors j'ai observé avec mon centre de recherche depuis une dizaine d'années plusieurs courants importants et je vais rapidement, si vous voulez, faire certains postulats et terminer avec quelques éléments un peu plus prospectifs. La première chose, je crois que si on veut repenser l'humanitaire, hein, parce que c'est l'objectif de ce panel, c'est de s'assurer de bien savoir d'où on vient pour comprendre où on veut aller. Alors, je me permets donc de faire quelques postulats qui sont importants et qui, à mes yeux, ne peuvent pas être repoussés de la main si on veut effectivement changer nos habitudes, nos processus et nos organisations. Alors, la première chose qui est importante d'assumer, puis je crois que c'est de plus en plus un constat généralisé puis accepté, c'est le fait que l'humanitaire, à proprement parler, est un projet occidental. Donc, l'aide au développement en général et l'humanitaire en particulier a un ancrage et une architecture post-coloniale. Et ça, c'est important de l'assumer et de ne pas le rejeter, parce que si on veut effectivement se transformer, évoluer, il faut comprendre qu'est-ce qu'on représente comme système, comme écosystème professionnel. Alors, cet ancrage et cette architecture postcoloniale-là, il se voit encore beaucoup. Et je veux juste, par exemple, mentionné, et c'est assez bien documenté, on utilise beaucoup les chiffres 80-20 pour dire que dans le monde de l'humanitaire, il y a 20 organisations, une vingtaine d'organisations qui ont le monopole de 80% des ressources de l'action humanitaire annuellement. Alors, 20 organisations, comme dans toute industrie, il y a des monopoles. Donc, dans l'humanitaire, une vingtaine d'organisations ont finalement, l'ensemble des opérations contrôle les normes, les processus et le flux financier. Et évidemment, ces organisations sont totalement ancrées en Occident, un peu évidemment en Asie aussi, mais essentiellement en Europe, en Amérique du Nord et également dans les pays scandinaves. Alors, c'est important de bien comprendre que, évidemment, cet ancrage-là est concret. Une autre manière aussi de voir le fameux 20-80, c'est sur la communauté de pratique des humanitaires. Selon la littérature, on estime à peu près un demi-million, donc à peu près 500 000 travailleurs humanitaires dans le monde. Ce qu'on constate, c'est que il y a 20% des travailleurs humanitaires qui viennent donc de l'extérieur, qui sont ce qu'on appelle des expatriés, et 80% viennent de ce qu'on appelle en français du Global South. Hein. Donc, 80% des travailleurs humanitaires proviennent des pays, des régions du monde où on a les théâtres d'opérations de réponse humanitaire. Néanmoins, malgré évidemment cette dominance des travailleurs humanitaires du Sud, les 20% travailleurs humanitaires du Nord sont celles et ceux qui ont encore les postes de position, de pouvoir, les chefs de mission, les directeurs pays, directeurs projets, et évidemment, dans les sièges sociaux au Nord, la grande majorité sont des gens qui viennent évidemment du Nord. Alors, cette réalité-là, elle est importante à concéder et à accepter, parce que de la repousser et de ne pas l'admettre, c'est de repousser aussi le problème un peu plus tard. Qu'est-ce que ça fait, ce que je viens de dire? Ça fait que ça crée des tensions importantes dans la manière dont on veut gérer la mission d'humanitaire. La mission, et ma collègue du PAM l'a bien mentionné, c'est vraiment de livrer des services de qualité, de protéger la population un peu partout sur la planète. Alors évidemment, si vous avez une majorité qui contrôle, une minorité qui contrôle une majorité, on voit souvent ça un peu partout sur la planète, dans n'importe quel type d'industrie, ça crée des tensions, ça implique des compromis, de la négociation, évidemment.
surtout pour ce qu'on appelle dans les agendas de décentralisation, de renforcement des capacités et maintenant du fameux agenda de localisation. Hein, donc, cet agenda de localisation qui a culminé par le sommet d'Istanbul a permis évidemment de mettre en commun un agenda des grandes organisations onusiennes, des grandes fédérations humanitaires également, de toute la communauté de pratique, des chercheurs aussi, et de convenir, de dire, ben, il faut effectivement que les ressources et le pouvoir soient transférés, pas progressivement, mais assez rapidement dans les sites d'opération, vers les structures locales, vers les organisations locales. Cet agenda, il existait, il a toujours existé, il était en toile de fond, mais il se faisait quand même avec une certaine lenteur. Alors, le transfert des ressources et de pouvoir aux organisations locales est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Si je me permets maintenant d'arriver un peu plus dans l'actualité et de donner peut-être un point, je dirais, positif à la pandémie, ce qu'on est en train d'observer, c'est que la pandémie a comme avantage d'accélérer beaucoup cet agenda de localisation-là, notamment, évidemment, des trucs très concrets. Le déploiement d'expatriés est devenu presque impossible depuis la pandémie. Les vols d'avion ont cessé, on le sait évidemment. On voit quand même encore des opérations. On a besoin, évidemment, aussi encore, il ne faut pas le négliger, on aura toujours besoin de ressources extérieures dans des cas complexes, dans des cas où on a besoin d'observateurs internationaux, etc. Mais reste que ce qu'on a observé, c'est qu'avec la pandémie, il y a une augmentation significative de cet agenda de transfert des pouvoirs et des revenus vers les structures locales. Alors, pour celles et ceux qui sont favorables à cet agenda-là, et j'espère qu'on est tous un peu dans ce même constat, ben, la pandémie aura eu ça de bon. C'est difficile encore aujourd'hui dans ce qu'on a comme données de voir qu'est-ce que c'est exactement en termes financiers, en termes de logistique, de bureaucratie, qu'est-ce que ça implique, mais on le voit clairement dans les entrevues qu'on fait, dans les observations dans les organisations, et mes collègues pourront peut-être commenter plus tard aussi un peu, on observe effectivement que ce qui était seulement du remote management, donc de la gestion à distance, maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un transfert accéléré des ressources et des capacités de prise de décision dans les organisations locales. Donc, pour terminer mon 5 minutes, si l'objectif de notre discussion de ce matin est de repenser l'humanitaire de demain, je crois que l'agenda de localisation, à mon avis, c'est la clé. Ça passe par un narratif des approches qu'on appelle dans le secteur peut-être de la recherche critique, hein, de ce qu'on appelle les approches décolonisantes. Et c'est pas négatif ou péjoratif de dire ça, il faut l'assumer. L'approche décolonisante, ça veut dire de faire des efforts dans le recrutement, dans les positions de pouvoir, dans le libellé des contrats, dans les outils de gestion, dans les services d'approvisionnement, qu'il y ait vraiment un réflexe, voire même l'imposition de certains jalons ou d'objectifs clairs de transférer ce pouvoir-là et ces ressources-là à des structures locales le plus rapidement possible. C'est-à-dire que de manière à ce que ces structures locales-là soient plus représentatives de la diversité, et on sait que c'est un mot important, un concept important partout sur la planète, et que le pouvoir, les ressources soient mieux distribuées aussi aux organisations et au pouvoir local. Et je vous dirais peut-être, je conclus là-dessus parce que je voulais vraiment regarder mon 5 minutes, au niveau de la recherche, en tout cas dans l'académique, ce qu'on a constaté, c'est que c'était beaucoup l'anthropologie avec des approches critiques qui étaient parfois peut-être un peu trop critiques de l'humanitaire, qui ont forcé cet agenda de décolonisation-là. Ce qui est souhaitable, c'est que de milieu de la pratique, les organisations voient dans ce transfert de ressources-là quelque chose qui doit dépasser seulement les analyses en anthropologie, mais vraiment, et moi je suis dans une école de gestion notamment, ben, il faut qu'on observe ça et qu'on étudie comment on peut le faire, même en sciences économiques, en management, en logistique. Hein, il faut que la recherche et l'académique accompagnent les organisations dans les conséquences, dans l'utilisation d'outils, dans la formation aussi des capacités des individus, des organisations qui se verront et qui se voient de plus en plus
absorber des ressources. Et évidemment, qui dit absorber des ressources, dit des responsabilités, dit de l'imputabilité, dit des organisations avec des gouvernances fortes, justement, pour s'assurer de rendre des comptes à celles et ceux, et au gouvernement surtout, qui donnent de l'argent, parce qu'évidemment, c'est un facteur extrêmement important dans cette résistance de décentraliser et de localiser le pouvoir et les ressources. Alors, je termine ma petite intervention maintenant et ça va me faire plaisir par la suite de pouvoir échanger, discuter avec mes collègues. Merci beaucoup, Dr. Edé, pour votre intervention. Et maintenant, je vais présenter Dr. Magali Shelby-Denhammer. Dr. Magali est chercheuse en charge du programme humanitaire et développement dans l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris. Ses travaux portent sur la question de l'aide internationale, les problématiques de l'éducation dans les crises et les groupes armés non gouvernementaux. Il a travaillé sur le terrain avec nombreuses ONG comme Action contre la femme et l'International Rescue Committee et a été consultant indépendant pour organismes comme la Banque mondiale et l'UNICEF. Dr. Shelby-Denhammer, vous avez la parole. Merci beaucoup, Omar, et bonjour aux collègues qui sont là. Voilà. Donc, moi, je vais faire un petit peu. Je vais revenir aussi sur le thème, donc se recentrer sur les réponses humanitaires et un petit peu les disséquer. Donc, moi, j'ai une double casquette, j'allais dire. J'étais praticienne humanitaire il y a 20 ans, entre 1999 et 2004, hein, donc sur divers terrains. Essentiellement africains et impactés par des conflits armés. Et après, j'ai pris un virage académique en anthropologie et je me suis mis à étudier les process, j'allais dire, humanitaires de développement, DDR, d'une manière un peu plus distanciée, on va dire. Mais toujours avec les exemples terrain qui après ont été informés par divers consultants. Moi, si on reprend le thème de repenser les réponses humanitaires, d'abord, bien évidemment, je crois qu'il faut commencer par se demander de quelle réponse on parle, tout simplement, parce que quand on parle d'humanitaire, vous voyez bien qu'avec toutes les cultures institutionnelles d'organisations internationales et d'ONG, eh ben, on est vraiment loin de faire consensus. Donc, je dirais que d'un côté du prisme, vous avez les institutions de type Dunantiste, donc CICR, MSF, France, enfin la section française notamment, qui se réclament, j'allais dire, d'un humanitaire qui est préservé du politique, enfin qui aimerait en tout cas se réclamer de ça, si l'on peut dire, c'est-à-dire un humanitaire qui est uniquement axé sur la préservation de la vie, des besoins fondamentaux. C'est-à-dire que cet humanitaire-là, j'allais dire, dans cette idéologie, va pas du tout travailler sur les causes profondes. C'est vraiment juste le domaine de la préservation. Ils vont pas travailler sur la gouvernance. C'est un petit peu cette approche-là qui dit, voilà, nous on se limite aux besoins. Après, est-ce que c'est faisable ou pas de se limiter aux besoins? Ça, c'est une discussion qu'on pourra engager avec les collègues tout à l'heure. Mais c'est vraiment une tendance. Et j'allais dire de l'autre côté du prisme, vous avez des organisations qui ont bien évidemment une conception beaucoup plus large de l'humanitaire et j'élargis même au développement qui est qu'effectivement on intervient également sur les causes profondes, on intervient également peut-être aussi dans le projet politique d'un État. Je prends l'exemple de l'Afghanistan il y a une vingtaine d'années, même bientôt maintenant, et c'est vrai que il y a eu tout un tas d'ONG aussi qui se sont mis à intervenir aux côtés de ce nouveau gouvernement dans des projets éminemment politiques, si vous voulez, de structuration de société, de cohésion sociale, etc. Donc vous avez ce prisme-là, et donc vous voyez bien que déjà les réponses humanitaires en soi, c'est un prisme très large et que voilà, je ne sais pas si on peut réconcilier très honnêtement les deux côtés du prisme. Pour moi, l'humanitaire est éminemment politique et ne pas le présenter comme tel, je pense que c'est une erreur. Ensuite, est-ce qu'il faut intervenir dans tous les domaines ?
Ça, je ne le pense pas. Et encore une fois, ce sera matière à débat tout à l'heure. Moi, je pense que s'il faut trouver des points d'ancrage communs pour repenser les actions humanitaires, de manière très pragmatique, j'allais dire, au vu du poids de la redevabilité financière hein, que cette dimension a pris ces 20 dernières années, au vu de la durée de vie aussi des projets humanitaires, entre guillemets, dans les pays d'intervention. Moi, je pense qu'un des points les plus importants à restructurer, c'est vraiment le nerf de la guerre hein, et les mécanismes de financement, de cofinancement. Comment est-ce qu'on peut accéder à un financement qui permette d'avoir de la visibilité sur les effets à court et moyen terme de l'action? Comment est-ce qu'on évite ces espèces de phasing out en urgence, hein, où vraiment du jour au lendemain, et pour en avoir vécu quelques-uns et observé quelques-uns, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Du jour au lendemain, on demande à une ONG locale avec qui l'ONG internationale, j'allais dire, travaillait jusque-là en partenariat, on lui demande de prendre à sa seule charge la pérennité de tout un projet, hein, parce que le financement est coupé. C'est une lourde responsabilité. Après, le discours est de l'ordre du renforcement des capacités, etc. Donc, on va renforcer les capacités en 3 semaines juste avant de partir. Donc ce sont tous ces éléments-là, tous ces paradoxes-là, on peut dire, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Cette question de la redevabilité financière, elle est vraiment perturbante. Moi, c'est un exemple que je prends souvent et que je donne aux étudiants, et c'est vrai que souvent, ils sont interloqués par ça. Je leur prends l'exemple d'une expérience que j'ai eue en 2003. Nous avions relayé une équipe au nord du Congo-Brazzaville, dans un tout petit village qui s'appelle Bétou, à la frontière Centrafrique et RDC. Et c'était un programme multisectoriel, bref, et on arrive donc pour relayer le programme d'eau, qui avait mis dans tous ces rapports qu'ils avaient, je ne sais plus, ils avaient fait une vingtaine de puits. Donc, c'était marqué 20 puits faits dans tous les rapports. Et nous, il se trouve qu'on débarque dans cette zone en période de sécheresse. Aucun des 20 puits n'avait de l'eau parce que voilà, les puits n'avaient pas été creusés, j'allais dire, suffisamment profond pour avoir le temps de recharge, etc. Le rapport suivant, moi j'étais chef de projet à l'époque, et donc le rapport suivant que je fais, je mets nombre de puits, je mets 0. Je me serais attendue, en tant que chef de projet, on s'attendrait à une petite remontée de bretelles, j'allais dire, au moins de la part du bailleur ou des bailleurs qui cofinançaient ces projets, puisque de 20 puits, on est passé à 0 en 3 mois de temps. Il n'y a eu aucune question, si vous voulez, par rapport à cette baisse. Voilà, c'était expliqué dans le narratif, mais il n'y a pas eu plus que ça. Et donc, c'est passé comme ça, comme ça. J'allais dire, si on avait fait un manquement comptable, je pense que tout de suite la réaction aurait été tout autre. Et là, parce que le focus n'est vraiment que sur cette redevabilité financière, pour le coup, le côté résultat tangible pour les bénéficiaires, on a tendance à le perdre de vue. Ça, c'était en 2003. Très honnêtement, je pense pas, enfin de ce que j'ai vu récemment, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé sur là. J'ai l'impression que cette redevabilité financière prend des dimensions j'allais dire presque capitalistique. Enfin, c'est vraiment de l'ordre du business hein, en termes d'organisation, et que pour le coup, comme les ONG n'ont pas la sanction du vote hein, pour savoir si les gens sont satisfaits de leur action, et bien finalement, voilà, on a des programmes. Alors il y a de bons programmes. Hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a que des programmes imparfaits, mais malheureusement, comme l'axe d'évaluation n'est souvent que porté sur les finances, ça donne une idée très parcellaire en fait des choses. Alors,
au niveau financier, j'allais dire, il y a des choses qui se sont faites dans les 20 dernières années, notamment la question de la mutualisation des fonds, tous les pool funds, etc. Ça c'est vrai que ça a pris une autre dimension voilà, sur les 2 dernières décennies. Donc des questions de mutualisation, avec un souci de la part des donneurs de ne pas dupliquer les choses, etc. Donc là, c'est vrai qu'on va dans le bon sens. Ceci étant, voilà, vraiment l'évaluation très concrète, très fine et qualitative, encore une fois, pas que quantitatif, c'est toujours un peu la dictature des chiffres, mais vraiment des analyses fines, qualitatives d'effets des interventions. Ça, malheureusement, ce n'est pas encore la priorité et c'est très dommageable pour la qualité, en fait, de ce qu'on fait et de ce qui est financé. Il y a des projets qui cumulent, des fonds d'urgence, des fonds de développement, ça c'est vraiment intéressant aussi à remarquer. Mais j'allais dire la ligne rouge derrière, pas la ligne rouge, mais le fil conducteur derrière, c'est que ça reste pour autant assez incertain en termes de financement, parce qu'on est sur des financements de quelques mois à quelques années, mais le renouvellement de ces financements reste toujours très incertain, et c'est incertain à la fois pour la personne qui sollicite, donc l'ONG internationale qui va solliciter un financement, et à la fois pour les partenaires locaux qui en dépendent. Donc ça, c'est vrai que cette incertitude du financement à venir, ça ne permet pas d'être serein, j'allais dire, quand on pense des réponses un peu à moyen terme, comme beaucoup d'opérations humanitaires. Les opérations humanitaires ont tendance vraiment à s'étendre dans le temps, donc à évoluer bien évidemment, mais c'est vrai que la durée de vie d'une ONG, même d'urgence dans un pays, c'est pas quelques mois, ça se chiffre en des années. Ça doit être, bon, il y a quelques années c'était 7 ans en moyenne, là on a dû encore monter en termes de nombre d'années. Et je suis assez d'accord avec mon collègue François Audet lorsqu'il parle effectivement qu'il faut aussi repenser de manière non décoloniale, j'allais dire, de manière organisationnelle, si on peut dire, parce que c'est vrai que la tendance qui est observée actuellement, c'est un petit peu ces espèces de montages un peu tripartite, le discours est un partenariat, mais en fait c'est plus une forme, j'allais dire, de sous-traitance que de partenariat, et c'est vrai que les logiques, si vous voulez, partenariales entre les ONG du Nord et les ONG du Sud sont rarement équilibrées. Alors rarement, ça veut dire qu'il y a quand même des bonnes initiatives, mais voilà, on assiste, j'allais dire, de manière générale à une sous-traitance qui n'en dit pas le nom. On passe par une ONG du Nord parce que ça rassure un petit peu les bailleurs. Et au prétexte aussi que les ONG locales ne sont pas suffisamment armées pour garantir cette fameuse redevabilité financière. Donc, vous voyez, on revient toujours vers ce point un petit peu là. On part aussi souvent du postulat que avant nous le déluge, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant, et en fait il y a tout un tissu avant, en général de primo-intervenants. Je pense à la protection civile qui intervient toujours en première ligne dans les cas de catastrophes naturelles. Je pense à tous les éducateurs, à tous les professionnels de santé locaux qui sont aussi en première ligne lorsqu'il y a des situations de conflit, de partition de pays en deux, etc. Bon, enfin, je veux dire, il y a quand même toujours un existant à la base, et donc c'est le grand enjeu des opérations humanitaires, c'est de savoir s'enchasser de manière juste, j'allais dire, et respectueux de la souveraineté locale dans ces initiatives existantes. Et je pense qu'un dernier défi, et puis je m'arrêterai là, le dernier défi de repenser d'être
d'être un petit peu plus humble sur les effets des actions humanitaires labellisées comme telles. Si on prend les chiffres, hein, alors ça va inclure le développement, mais ça permet quand même de donner une idée. Je crois que c'est 150 milliards de dollars d'APD, vous savez, l'aide publique au développement, qui est par année donc canalisée hein, par l'aide, j'allais dire, ONG, OI et consorts, et puis l'aide bilatérale. 150 milliards, si vous voulez, sur des fonds consacrés à l'aide publique au développement pour les pays de l'OCDE. Les fonds des diasporas, c'est 550 milliards. Les fonds des investissements directs étrangers, 510 milliards. Et on voit bien l'essai d'ancrage hein, entre, si on regarde les banques de développement, genre Banque mondiale, Banque régionale de développement, etc., on voit bien l'essai d'ancrage qui est en train de se faire hein, avec les initiatives privées, les banques d'import-export, etc. Donc on voit bien que la diversité d'acteurs qui finalement interviennent dans le domaine du développement et de l'humanitaire, elle est beaucoup plus large que les seules organisations internationales ou les seules organisations non gouvernementales, voire même les seuls États, et que les fonds des diasporas, les grandes entreprises, etc., tous contribuent bien évidemment d'une manière ou d'une autre voilà, sur ces questions-là hein, d'humanitaire et de développement. Dans les périodes de crise, hein, les diasporas sont essentielles. Il y a certains contextes où les gens, franchement, n'auraient vraiment pas survécu ou en tout cas auraient été extrêmement mal sans l'apport des diasporas. Et voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi élargir en termes d'acteurs et ne plus se penser comme central dans ces dynamiques-là. Merci beaucoup, Dr. Schelp-Liederhammer, pour votre intervention. Et maintenant, je vais présenter professeur Paul Rowan Nabegabe. Il est directeur du Centre de recherche en droit de l'homme et en droit international humanitaire de l'Université catholique de Bukavu dans la République démocratique du Congo. Les centres mènent et promeuvent des recherches scientifiques et fournissent des expertises juridiques sur les questions des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, notamment en Afrique. Professeur Nabegabe est professeur de droit public et des sciences politiques. Professeur Nabegabe, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, je disais merci beaucoup hein, pour cette présentation. Je dois dire que c'est un plaisir moi-même aussi d'être associé à cette réflexion. Pour vous, c'est le matin, et ici, chez nous, déjà, on est le soir. Donc, sur cette thématique de repenser les réponses humanitaires. Et je crois que d'autres l'ont dit, et je m'associe à ça, c'est que je suis bien conscient, hein, de par déjà le pays dans lequel nous vivons, de l'importance de l'aide humanitaire, hein, particulièrement pour les personnes qui souffrent, qui sont en situation de détresse, notamment à cause des conflits armés qui sont vraiment les principaux facteurs de ces besoins d'aide humanitaire devenus presque chroniques dans la région. Mais aussi, à côté de ça, d'autres événements comme les catastrophes naturelles ainsi que la famine. Donc, cette importance, justement, explique pourquoi, je crois, à juste titre, cette année, on a pensé à récompenser le PAM, justement pour son action dans ce secteur. Mais nous estimons qu'au-delà du PAM, je ne veux pas lui voler la vedette, mais c'est pour dire qu'au-delà du PAM, comme agence humanitaire, c'est, je crois, l'effort de toutes les autres instances qui sont impliquées dans le secteur humanitaire qui est reconnu et qui est valorisé à ce niveau-là. Et donc, je crois que les instances non récompensées devraient néanmoins s'associer à cette loi du PAM. Alors, bon, malgré effectivement le fait que l'aide humanitaire joue un rôle vraiment très important pour des personnes, je disais, qui sont dans le besoin,
il reste qu'il y a quand même quelques couacs, quelques lacunes sur lesquelles il faudrait peut-être davantage se focaliser pour que l'aide humanitaire réponde le mieux possible à sa mission. Alors, c'est pour ça que, compte tenu du temps dont je dispose, je vais juste révéler, puisque, bon, on m'a dit de regarder surtout quelques aspects juridiques, je vais essayer de relever 4 qui peuvent amener à nourrir les échanges que nous avons dans le cadre de ce webinaire. Et naturellement, je vais prendre le cas de la République démocratique du Congo, comme je le disais, que je connais le mieux, mais qui est aussi un pays au cœur justement de l'aide humanitaire qui fait l'objet de la réflexion d'aujourd'hui. Alors, pour faire juste un contexte, pour ceux qui ne le connaissent pas, la République démocratique du Congo, elle est au cœur de l'instabilité depuis pratiquement, on peut dire, depuis 1994, à partir du déferlement des réfugiés rwandais qui ont fait leur entrée sur le territoire congolais à la suite du génocide intervenu cette année-là, disons au Rwanda. Mais au-delà de ça, depuis donc 1996 et puis après 1998 et jusqu'à aujourd'hui, c'est une région qui a en ébullition en permanence avec la présence des groupes armés. Disons d'abord des rébellions qui ont eu, pour celle de 1996, à chasser le régime en place, et puis 1998, qui n'y a pas abouti, mais qui a abouti quand même à une recomposition au niveau de la structure gouvernementale avec l'intégration des rebelles. Mais depuis lors, donc, il y a aussi d'autres groupes rebelles et des milices au niveau local qui perturbent la sécurité et qui ont pour effet d'aggraver la crise humanitaire au niveau du pays, et particulièrement dans la zone est du pays. Alors, on note par exemple que rien que si on prend la situation de 2017, on comptait 540 000 réfugiés des pays voisins, donc rwandais, burundais, qui se retrouvaient sur le territoire congolais, encore qu'ils soient partis, donc ils sont encore là. Mais aussi, on pouvait compter qu'il y avait autour de 807 000 réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins. Mais au-delà de ça aussi, en termes de déplacés internes, OCHA a estimé autour de 2,2 millions de personnes qui sont en déplacement. Ce qui pose donc effectivement des principaux défis au niveau humanitaire. Alors, dans la réponse justement à ces défis, il y a, depuis, comme je disais, un quart de siècle, il y a eu un déferlement de plusieurs agences humanitaires pour venir en appui aux besoins des populations affectées. Alors évidemment, cela ne va pas sans problème. C'est là que je vais revenir justement sur quelques 4 problèmes. Mais je vois qu'il y a effectivement d'ailleurs une mise en relation avec déjà l'intervention de François Audet qui montre effectivement finalement que, bon, en termes d'acteurs humanitaires, les plus importants, ce sont des acteurs essentiellement du Nord qui viennent en appui aux structures au niveau local. Et par là, c'est un flux financier assez important qui pose, même s'il y a des tentatives là-dessus, qui pose un sérieux problème de coordination. Dans le fait que, par disons, la perte de crédibilité du gouvernement au niveau du gouvernement local auprès des bailleurs étrangers, l'aide est passée directement à travers les organisations de la société civile, sans directement la faire passer par les structures gouvernementales. Et donc ça pose effectivement un problème puisqu'on assiste à une sorte d'entrepreneuriat dans l'humanitaire où des ONG sont créées dans le but de capter ces flux financiers et dans un contexte où il y a très peu d'emplois et d'accès aux ressources financières. Il y a là donc un défi très important. Mais donc la question qui se pose quand même, c'est surtout
au niveau local, hein, mais aussi même au niveau de ces acteurs étrangers qui viennent en appui au niveau, sur le plan humanitaire. Ici, au plan du droit, il y a comme surtout un problème de redevabilité de ces acteurs. Les acteurs externes, il est difficile d'avoir un contrôle sur eux quand l'État d'abord est faible, d'une part, mais d'autre part, il est contourné. Comment rendre un acteur externe redevable? Il est difficile pour les pays d'origine de faire un suivi de leurs actions sur place ici, malgré le reportage qui est mis en place d'un côté. Mais aussi, il y a un sérieux problème justement de ces intermédiaires ou de ces sous-traitants au niveau local qui captent ce financement et qui, pour une bonne partie, par exemple, se trouvent perdus dans des opérations de détournement. L'État ne sait pas contrôler ces acteurs au niveau local puisqu'ils n'ont aucun rapport contractuel avec eux pour les acteurs locaux et les acteurs externes échappent au contrôle étatique, tout simplement. Et donc là, je crois qu'il y a une question de l'aide humanitaire qui doit pouvoir être repensée. Bon. Alors, le deuxième problème qui est lié justement à celui-là, c'est surtout particulièrement sur cette stratégie de contournement, hein, disons, du gouvernement étatique pour des raisons que j'ai invoquées. Et donc, finalement, c'est une impression, peut-être que je peux me tromper, que l'aide humanitaire se trouve en fait prise dans son propre piège, on pourrait dire. Dans quelle mesure? C'est que, finalement, elle est considérée comme une affaire de donateurs. Il y a un problème d'appropriation à la fois par la partie gouvernementale et par la partie, d'ailleurs pour les bénéficiaires eux-mêmes, qui ne disposent pas suffisamment de pouvoir de négociation et donc qui très souvent prennent ce qui leur est offert. Et donc là, la question quand même qui reste ouverte, c'est de savoir comment à la fois contourner l'État d'un côté, à cause de ce qu'on peut lui reprocher, d'une part, mais de l'autre, en même temps, comment on peut en faire un acteur de changement par rapport à ces situations humanitaires. Je dois dire que je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est un questionnement qui reste permanent. Alors, le deuxième problème qui est, disons, on pourrait dire à peine abordé, c'est surtout la question de la redevabilité et du contrôle des bénéficiaires. Quand je vois, par exemple, sur la période de 2006 à 2016, il est mentionné qu'il y a eu 70 millions de personnes qui ont été bénéficiaires de l'aide humanitaire sur une période de 10 ans, avec un flux d'environ 950 millions de dollars, pour la plupart dépensés dans 2 provinces sur les 26 qui comprennent le pays, les 2 provinces frontalières dont j'ai parlé. Bon. L'État congolais, en termes de population, il a une population qui est aussi justement entre 70 millions d'habitants et 80 millions d'habitants. Et sur 10 ans, l'aide dans le reporting a concerné 70 millions d'habitants. On pourrait donc penser à environ que sur le territoire congolais, chacun des individus vivants a déjà eu quelque part à bénéficier de l'aide humanitaire. Il y a donc en fait là un problème, c'est vrai, qui est des chiffres, puisque les bénéficiaires de cette année, bon, disons, il y en a qui sont devenus des bénéficiaires chroniques de l'aide humanitaire. Et c'est là, justement, que se pose notamment un problème de ce contrôle. Sur 10 ans, comment on peut être bénéficiaire? Il y en a, c'est vrai, qui sont dans une situation de détresse. J'ai décrit les conflits qui perdurent. Mais il y en a en même temps qui sont devenus de véritables professionnels, disons, de bénéfices de l'aide humanitaire. Et la question, c'est comment on sort de ce cercle vicieux quand on a pris l'habitude d'être bénéficiaire de l'aide humanitaire sur une période assez longue. Puisque l'idée reste quand même qu'on doit pouvoir intervenir pour ne plus intervenir. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui ont été, qui sont véritablement assistées, auxquelles les moyens sont fournis pour pouvoir se tirer d'affaire, comment rendre ces personnes redevables de ce type d'aide pour qu'ils puissent montrer qu'ils l'ont utilisé, par exemple, à bon escient, surtout dans la partie de l'aide qui est orientée vers le développement. Le dernier aspect que je voudrais soulever, c'est celui surtout du dilemme dans lequel je trouve les acteurs humanitaires s'est retrouvé. Je crois que ça a été souligné, c'est surtout la question de la neutralité qui est utile pour la réalisation du travail humanitaire d'un côté, mais surtout il y a cette question de la promotion de la paix et la lutte contre l'impunité.
Et l'impression donc un peu, c'est peut-être normal ou c'est prudentiel, c'est que les acteurs humanitaires font en grande partie prévaloir donc un peu un principe, une perspective abstentionniste pour éviter peut-être d'énerver les susceptibilités ou d'éviter d'être pris entre deux feux dans la zone en conflit, ce qui est compréhensible, tout à fait normal d'un côté, mais cela a parfois, disons, tendance à être perçu surtout par des acteurs ou par les communautés locales qui ont besoin d'assistance, comme une sorte de laisser-faire que l'on laisse aux acteurs de ces violations, particulièrement les groupes armés. Et c'est surtout une des grandes critiques adressées notamment à la MONUSCO, à la mission des Nations Unies, qui est déployée dans la région avec un mandat de protection, à laquelle par moment on reproche d'être passive alors que des atrocités se commettent. Alors s'il faut repenser la réponse humanitaire, il y a un positionnement assez difficile, mais dans lequel il va falloir creuser, c'est d'essayer de voir un peu comment quitter un tout petit peu ce statut de neutralité tout en restant prudent vers une position un peu plus engagée de la promotion de la paix, de la lutte contre l'impunité, notamment surtout par une plus grande implication dans la documentation des faits infractionnels et un appui surtout à la dynamique pour que les auteurs des différents crimes puissent en répondre devant les juridictions. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Namegabe. Et maintenant, nous avons finalement Dr Valérie Oran, chargée de cours et chercheuse dans le Centre d'études humanitaires Genève, à l'Université de Genève en Suisse. Il est expert dans la couverture photojournalistique et médiatique des crises humanitaires, menant actuellement des recherches sur les stratégies de sensibilisation dans les situations humanitaires. Il a un intérêt particulier pour la culture visuelle des affaires humanitaires. Dr Oran, vous avez la parole. Merci beaucoup et je me joins également à mes collègues pour vous remercier pour cette invitation. Il y a beaucoup de points essentiels qui ont déjà été avancés par les 4 premiers intervenants, donc je vais tâcher d'être plus concise et je vais notamment revenir sur des aspects qui sont particulièrement intéressants pour l'historienne que je suis, puisque c'est l'essentiel de ma formation est en histoire, sur plutôt la manière de repenser les réponses humanitaires d'un point de vue d'un questionnement qui reviendrait à revenir à questionner les dynamiques qui sont à l'œuvre actuellement dans le système humanitaire, les systèmes de pensée, comment ceux-ci peuvent être justement repensés et surtout la question des perceptions très présentes dès qu'on évoque en fait la question des réponses humanitaires. D'ailleurs, en histoire, si on s'intéresse un petit peu aux mutations, à l'histoire des réformes qui sont venues dans le système humanitaire, on s'aperçoit qu'elles sont essentiellement venues de l'intérieur du système lui-même et très très rarement de l'extérieur du système. Que ce soit la Deuxième Guerre mondiale où s'est réaffirmé justement le besoin du multilatéralisme, enfin l'après-Deuxième Guerre mondiale, que ce soit la guerre du Biafra avec l'apparition du droit d'ingérence, des corridors humanitaires, des limites de la neutralité et des questions sur la politisation justement, ou encore les années post-guerre froide avec l'augmentation des interventions militaro-humanitaires et leur échec, notamment au Rwanda, le besoin accru de plus de coordination avec l'apparition de Tcha. Bref, on arrive au XXIe siècle avec cette dernière décennie qui a été particulièrement marquée par de très nombreuses réformes globales du système humanitaire, mais qui ont échoué à couvrir les besoins de très nombreuses crises. Des crises qui sont en augmentation, des crises qui sont plus longues, le caractère très volatile des conflits armés notamment, le phénomène des crises oubliées. On oublie qu'il y a de très nombreux contextes humanitaires qui ont énormément de problèmes à trouver des fonds. Et d'ailleurs, le dernier rapport du Global Humanitarian Assistance en 2020 souligne qu'en 2019, il y a seulement 64% des besoins qui ont été couverts, et ce malgré la grosse augmentation des fonds depuis 2015 à destination des crises humanitaires. Donc,
l'idée pour construire un petit peu mon propos, c'est vraiment de revenir sur réfléchir aux formes de pression et aux réformes qui pourraient venir de l'extérieur du système humanitaire. Alors, il y a déjà cette question de la décolonisation du système ou la désoccidentalisation du système humanitaire qui a été évoquée par les précédentes interventions. Dans cette question de la décolonisation, il y a justement tout un apport très intéressant qui peut venir de l'augmentation des acteurs que l'on considère comme non appartenant au système humanitaire. Je pense justement à toute la question des militaires, du secteur privé, de la diaspora qui est évoquée notamment par Magali Guelpi, des ONG locales, des nouveaux donateurs qui entrent aussi dans cet espace humanitaire et qui le renégocient. On peut penser par exemple à l'exemple de la Chine qui propose une toute autre approche, un tout autre narratif sur l'action humanitaire telle qu'elle est comprise en tout cas en Occident. On s'est beaucoup concentré sur une critique de la Chine, du fait que la Chine rejetterait les principes, les normes, l'éthos qui marque le système humanitaire occidental, notamment la question des principes, notamment la neutralité, sa remise en cause du système multilatéral, son rejet de l'ingérence notamment, et le fait que cet humanitaire chinois est plutôt bilatéral, il se présente comme une approche beaucoup plus holistique, plus développementaliste, et donc cette philosophie de la Chine, qui est d'ailleurs, on le retrouve dans les propos de Xi Jinping quand il parle d'une philosophie centrée sur les personnes et les communautés. On le voit aussi dans la création de la grande agence chinoise internationale et de développement. Et bien, comment ces acteurs-là viennent renégocier non seulement la gouvernance humanitaire internationale, mais aussi les principes de l'assistance humanitaire, en tout cas telle qu'elle existe au sein du multilatéralisme. Alors, on a beaucoup insisté ces dernières décennies sur le besoin d'avoir toujours de la conformité et de l'adhérence au système tel qu'il existe, le besoin quelque part de rentrer dans le moule, au lieu de réfléchir plutôt aux opportunités qui pourraient justement être amenées par des acteurs nouveaux ou des acteurs hors système et leur capacité, les opportunités qu'ils ouvriraient pour faire changer un peu des décennies de consensus. C'est une question ouverte. Ça renforce aussi toutes les tensions qui existent actuellement dans le problème de cohérence et de complémentarité qui existe entre l'humanitaire et ce que ça veut dire par rapport au développement, par rapport au peace building, avec le fameux terme de nexus qui a été inventé, mais qui ne fait qu'en fait constamment redéfinir le contour de ce qu'on considère comme de l'action humanitaire. Alors qu'on sait très bien que la réponse aux crises humanitaires, elle demande des approches qui sont en fait complémentaires, qui ne peuvent pas être complètement assumées par les acteurs traditionnels du système humanitaire et qu'il faut donc amener vers une réponse qui soit plus large, plus flexible et plus coordonnée entre des acteurs traditionnels et des acteurs nouveaux ou alors des acteurs intrasystèmes, comme on peut les appeler, et des acteurs hors système. Donc, ce serait plus intéressant en fait de réfléchir à une manière de sortir du cadre trop strict des étiquettes ou des catégories humanitaires telles qu'on les a construites, justement la question du dunantisme, la question de l'urgence, la question des principes humanitaires, et de réfléchir un petit peu en dehors de ce cadre. Deuxième point aussi qui a été largement abordé, c'est la question de la délocalisation. Qui a été mise à l'agenda donc en 2016 à Istanbul, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En quoi est-ce que ça change les rapports de force? Quelle est la réelle prise de décision qui existe pour les populations affectées? Parce que c'est elles qui doivent être au cœur du débat quand on pense à l'idée de repenser les réponses humanitaires. Quelle est la capacité de consultation des populations affectées sur des enjeux essentiels qui doivent être sur les dynamiques humanitaires, sur les cultures humanitaires, sur les structures de pouvoir au sein du système humanitaire. Donc ça, c'est un aspect qui est ressorti notamment avec toutes les politiques en matière d'engagement auprès des communautés. Beaucoup d'organisations ont mis en place des mécanismes de feedback, voire des systèmes d'encouragement aux plaintes. Mais il y a justement des événements nouveaux qui doivent questionner cette question-là, cette idée du feedback. On pense notamment à l'importance des accusations qui ont eu lieu sur des violences sexuelles auprès de populations affectées par des organisations humanitaires, comment ces mécanismes-là peuvent faire remonter justement une vraie critique de la part des populations affectées.
On a beaucoup évoqué la question de la redevabilité, mais sur un plan financier. D'ailleurs, le terme en anglais, c'est accountability, qui nous vient directement de la finance, alors qu'en français, on utilise redevabilité, qui a des questionnements aussi moraux. Et justement, cette redevabilité morale, pas seulement envers les donateurs, mais aussi envers le public, envers les populations affectées, le besoin de transparence. Et là aussi, les organisations humanitaires sont loin d'avoir travaillé leur transparence, leur ouverture à la critique, que ce soit les scandales financiers qu'ont marqué certaines organisations ou les scandales sexuels ou le mouvement MeToo qui a traversé aussi le système humanitaire. Là, il y a un net besoin d'autocritique. Et donc, ces outils de redevabilité, d'engagement, de dialogue auprès des populations, il reste très souvent encore des outils opérationnels ou des outils de management, parfois encore trop paternalistes, justement. Et puis, dernier point, c'est la question des perceptions. On a effectivement aujourd'hui des possibilités de dialogue immenses qui sont offertes par les nouvelles technologies, qui changent la façon dont les réponses humanitaires sont organisées parce qu'elles changent justement la relation entre acteurs humanitaires, organisations humanitaires et populations affectées. Mais est-ce que ce dialogue, il est vraiment participatif ? On voit un début d'ouverture, notamment avec le changement des perceptions sur l'action humanitaire, des critiques qui sont venues remettre en cause à la fois le système de croyance et la culture de l'humanitaire, par le public notamment, et je crois qu'on l'oublie beaucoup dans ce débat sur repenser les réponses humanitaires, un public qui a remis en cause le colonialisme humanitaire, sans l'évoquer, mais notamment toute cette mission salvatrice aussi que se sont donné un très grand nombre d'organisations humanitaires occidentales, et puis tout récemment aussi des questions soulevées sur le racisme inhérent du système humanitaire. Donc, beaucoup de critiques ont été soulevées sur le système très bureaucratique, sur justement le manque de mobilité interne, un système très centralisé, un système humanitaire qui se révèle parfois justement un peu fermé à l'apprentissage, fermé à la transformation, fermé à l'innovation de l'extérieur, je le rappelle parce que c'est vraiment un questionnement crucial à ce niveau-là, et donc des systèmes, que ce soit les Nations Unies ou les organisations internationales, qui apparaissent parfois comme très sclérosées. Alors, des points d'ouverture, et c'est la fin de mon propos, serait de revenir justement sur un questionnement qui replace le point central, qui est de réfléchir à qui sont les premiers répondants. Et on l'a évoqué, ce sont avant tout les locaux, les organisations locales, les institutions locales, et non pas les grandes organisations humanitaires telles qu'on les pense. Et donc, un des points de réflexion centraux qu'on a, notamment avec tous les étudiants que je forme au sein du Centre d'études humanitaires à Genève. On voit passer des générations entières d'humanitaires qui prennent des pauses pour venir réfléchir un petit peu à leur travail de terrain. Un des grands questionnements qu'on a sur le futur de l'humanitaire, c'est est-ce qu'il ne faut pas finalement arriver à une forme d'effacement des acteurs traditionnels de l'aide, qui devraient plutôt devenir des intermédiaires, des formateurs, des lieux de réflexion participatif sur un savoir-faire qui doit être construit en commun et qui passera nécessairement par une remise en cause justement de ces systèmes de croyances et sur ces rapports de pouvoir qui restent extrêmement victimes d'un système, plus que d'un contexte ou d'une culture. Alors c'est vrai qu'il y a des changements amenés par le Covid, qui ont été, comme l'évoquait François Audet, des changements imposés par le contexte, mais c'est vrai qu'il faudrait voir dans quelle mesure ces changements-là ne vont pas aussi provoquer un changement systémique dans l'humanitaire. Voilà, j'en termine avec ça. Merci beaucoup, Dr. Rohan, pour votre intervention. Et on va prolonger quelques minutes ce webinaire. Maintenant, pour continuer, je vais donner la parole à mon collègue David Milbrandt. Merci, Omar. Merci beaucoup de vos interventions. Je vais peut-être résumer très rapidement ce qui a été dit jusqu'à présent. Et après ça, on passera à des questions du public. En premier lieu, on a rappelé l'intervention du PAM et le prix Nobel de la paix et l'accent donné sur le fait que la condamnation de l'utilisation de la faim comme arme en temps de conflit. Et pour ce qui concerne le Covid, le fait que le Covid a aggravé ces crises. Ensuite, le thème abordé a été l'humanitaire comme projet occidental et le besoin de décoloniser, notamment en procédant à la localisation et au transfert des ressources.
et à l'idée que le Covid a en fait accéléré ce transfert au niveau local, donc un accent positif. Ensuite, l'idée que l'humanitaire est éminemment politique et que les concepts de redevabilité et financière est vraiment au centre de la question. Comment se focaliser sur les résultats au lieu de simplement respecter le système, et au fait aussi prendre conscience du fait que la diversité du financement et des acteurs est en fait beaucoup plus large que le système humanitaire lui-même se pense, et notamment avec l'intervention de la diaspora. Et en fait, par ailleurs, l'idée que la redevabilité juridique aussi des intervenants dans un pays où ils sont quelque peu extraterritoriaux, et en même temps où les bénéficiaires aussi profitent d'un système dans un contexte où ils n'ont pas d'opportunité d'emploi et deviennent parfois des bénéficiaires chroniques. Et aussi la question de la neutralité et de l'appel à la lutte contre l'impunité dans les pays où des intervenants extérieurs viennent agir dans un pays et ne sont pas toujours vus comme peuvent être vus comme protégeant des populations qui commettent des crimes. Et enfin, la question de la réforme de l'extérieur du système, notamment l'exemple de la Chine qui propose un nouveau modèle, et le besoin pour l'humanitaire de se repenser en termes de transparence, et notamment face aux scandales sexuels et financiers, et de changer la perception du public. Donc Omar, je vous redonne la parole. Nous allons passer à des questions. Oui, j'avais passé des questions par le chat. D'accord. Alors la première question, donc je vais vous demander aux participants de répondre aussi rapidement que possible, comme ça on pourra passer à plusieurs questions. Comment pensez-vous que le financement des programmes d'assistance humanitaire sera affecté par l'impact économique causé par la pandémie? Donc, qu'est-ce qui voudrait intervenir? Oui, bien sûr. Oui, je vais me lancer parce que voilà, on semblait tous un peu gênés. Je crois que c'est encore difficile à anticiper à ce stade-ci parce qu'on ne connaît pas encore la durée de l'épidémie comme telle sur les économies donatrices, donc notamment les grands donateurs. On a vu également avec l'élection américaine un changement de ton éventuel par rapport aux États-Unis vis-à-vis l'OMS, éventuel, on ne le sait pas encore, et les Nations Unies. Cela étant, et de ce côté-ci de l'Atlantique, en tout cas en Amérique du Nord, ce qu'on a constaté, c'est que les donateurs individuels et les personnes individuellement ont eu tendance à beaucoup moins donner. Donc, il y a un impact négatif très important, moins chez les gouvernements, mais chez les donateurs individuels, sachant que l'épidémie a un impact important chez les familles, chez les donateurs traditionnels qui ont perdu leur emploi ou qui avaient eux-mêmes des problèmes communautaires dans leur rue, dans leur quartier, etc., où des organisations locales ont dû réagir à une crise humanitaire qui était chez nous. Alors ça, cette transformation-là, on l'a vu, et je sais qu'au Canada, en Amérique du Nord en général, c'est un impact financier très, très, très important pour les dons des individus. Il y a certaines fondations qui ont peut-être compensé, entre autres en Amérique du Nord, des grandes fondations qui ont compensé un peu, qui ont donné beaucoup d'argent. Les gouvernements, il n'y a pas eu de changement important jusqu'à maintenant, mais chez les donateurs privés, qui représentent quand même des sommes importantes, qui voire même proportionnellement très importantes chez certaines organisations. Je sais que c'est le cas surtout en Europe, mais même ici, c'est sûr que là, c'était très difficile pour les organisations d'accéder à des financements. Alors, en espérant que ça se termine assez rapidement pour qu'il y ait un revirement de situation, mais de ce côté-ci, en tout cas en Amérique du Nord, on avait un impact négatif important jusqu'à maintenant. Merci. Une autre question sur la durée des crises. Il y a des crises humanitaires qui durent depuis des années, voire des décennies. Comment les gérer différemment? Donc, peut-être qu'en fait, c'est aussi l'aspect de fatigue, disons, de la part des donateurs ou du public face à une crise qui perdure. Qu'est-ce qu'il faudrait répondre?
peut-être. Oui, bien Je sûr. n'ai pas une réponse complète, mais en tout cas, il y a plusieurs pistes parce que les facteurs sont multiples derrière l'explication de la durée de ces crises. Donc, il y a des critères géopolitiques qui sont absolument imprévisibles, mais il y a des critères sur lesquels on peut jouer un peu plus. Notamment, il y a tout l'enjeu aussi médiatique autour de la réponse humanitaire. Notamment, il y a de très nombreux rapports qui sont publiés par des ONG sur ces fameuses crises oubliées, notamment l'organisation CARE qui fait un très bon travail là-dessus et qui souligne en fait qu'il y a un désintérêt absolument colossal de la part des grands médias et donc on revient un peu sur ce dogme que si ça n'apparaît pas à l'image, ça n'apparaît pas dans l'esprit des gens. Il y a effectivement cette question-là. Il y a surtout aussi des enjeux qui sont liés au financement puisque on a un certain nombre de ces crises sont en fait des crises dans lesquelles on a des phénomènes de malnutrition ou de famine chronique. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes types de financement. On a tantôt de l'urgence, tantôt du développement, voire ce qui se mélange justement à des enjeux de construction de la paix ou de capacity building. Donc, c'est à chaque fois différents programmes qui sont mis en place avec des donateurs différents sur des durées très différentes. Et on a une cohabitation d'acteurs qui n'agissent pas avec les mêmes objectifs et qui n'agissent pas sur les mêmes durées. Donc, la réponse ici, elle n'est pas seulement dans la coordination, elle est dans la nécessité de repenser aussi du côté des donateurs la question du type d'intervention qui ne doit pas être uniquement dictée par des questions justement de durée et qui doit être aussi flexible par rapport au caractère très volatile des contextes dans lesquels on intervient. Mais c'est qu'un début de réponse parce que c'est un phénomène extrêmement complexe et qui est en augmentation. Depuis 2015, on a clairement un nombre de plus en plus grand de besoins non remplis, comme le rappellent les Nations Unies. Merci beaucoup, Valérie. Une question pour Geneviève Wills. Lorsque vous avez une situation très complexe sur le terrain, comment est-ce que vous procédez à la hiérarchie des besoins en termes de besoins de population? Oui, merci. Alors, je souhaiterais juste peut-être ajouter à la question précédente un point, donc qui concerne également la durée des crises, qui est liée à la dégradation très importante au niveau de l'environnement que l'on peut voir, également au niveau de la complexité, de la régionalisation des conflits, qui fait que les crises sont beaucoup plus longues également qu'avant. Alors, merci. Au niveau des besoins maintenant, donc nous procédons grâce à la division des vulnérabilités à une analyse qui est faite par le PAM, mais également avec nos partenaires et de façon toujours conjointe avec le gouvernement, qui permet d'identifier d'abord quelles sont les différentes zones géographiques qui sont les zones prioritaires, donc dans notre secteur d'intervention, donc sur l'insécurité alimentaire et la nutrition. Et après, nous catégorisons donc les différentes populations afin de trouver celles qui sont effectivement les plus vulnérables. Je souhaiterais juste mentionner un point rapidement, ça concerne l'approche intégrée, donc c'est ce qui est fait également sur le Sahel, où le PAM a essayé de voir, lié à l'augmentation justement de la durée de vie de ces crises, quelles sont les zones géographiques qui sont les plus empreintes à une insécurité alimentaire, et comment intervenir avec d'autres acteurs, avec une intervention qui soit intégrée et au plus juste au niveau géographique. Donc, par exemple, avec une intégration de la santé ou d'autres activités thématiques qui sont nécessaires afin de réduire l'aide sur certaines zones géographiques, bien évidemment, avec la situation à laquelle nous sommes confrontés sur ces régions-là, telles que le Nord Cameroun ou le Nord Nigeria ou le Niger, il est bien évidemment très difficile. Mais nous essayons de cibler des zones géographiques de façon plus répétée qu'avant. Donc, un changement au niveau de nos interventions. Merci. Merci. J'ai une question pour le professeur Paul Namegabé. Comment garantir une meilleure protection juridique à ceux qui travaillent avec les agences humanitaires? Merci beaucoup pour la question. En fait, évidemment,
il n'y a pas là aussi une question, une réponse assez claire. Ça reste effectivement un très grand défi pour cette protection juridique, particulièrement dans les contextes que nous sommes en train de, disons, sur lequel j'ai fait mon exposé, qui est un contexte en grande partie volatile, où on a beaucoup de groupes armés sur lesquels le gouvernement national, disons, auquel il n'arrive pas à mettre fin, donc par conséquent, à assurer une protection, mais d'un côté, mais aussi, et surtout, c'est le rôle des cours et tribunaux qui devrait être davantage mis en œuvre et surtout renforcé. Bon, c'est vrai qu'elles font déjà ce qu'elles peuvent dans les limites qui sont les leurs, mais globalement, on ne peut pas se leurrer. Nous avons un sérieux problème avec le système judiciaire qui est, on pourrait dire, largement décrédibilisé par l'offre de justice qui est fournie, où la justice est rendue au plus offrant. Et donc, ça reste quand même un des gros défis, un des gros chantiers dans le contexte disons, de notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Et on va conclure par une question pour Magali Chalpy-Denamer. Est-il possible d'éviter la forte dépendance de l'aide humanitaire dans certaines communautés vulnérables, à votre avis? Vaste question. Oui, vaste question. J'allais dire, ça va dépendre des contextes aussi d'opération. On a toujours l'impression que dans quelques contextes que ce soit, l'aide humanitaire va toujours être centrale. Or, ça dépend. Moi j'ai travaillé dans l'Ouest ivoirien où vous avez des mouvements économiques, des opérateurs économiques, un tissu économique, j'allais dire, relativement fort, avec, si on parle d'agriculture de rente, donc il y a des agriculteurs qui sont, j'allais dire, habitués à certaines saisons du calendrier agricole à avoir de gros volumes de cash dans les mains, hein, quand même, ça c'est une réalité. Bon, et ils font vivre énormément de gens dessus, bien évidemment, mais si vous voulez partir du postulat que parce qu'une communauté, parce qu'on est en zone rurale, dans une zone très isolée, la communauté dans son ensemble, donc il y a une notion globalisante aussi, hein, je veux dire, une communauté, elle n'est pas à regarder et à être perçue comme quelque chose d'homogène. Dans une communauté, j'allais dire, même si en tant qu'observateur, bon, vous savez pas trop où vous arrivez peut-être pas trop à distinguer qui est le notable du village de qui est le fermier, le paysan sans terre, j'allais dire. Enfin, une communauté, ça va de l'élite, voilà, jusqu'à la personne qui a vraiment des difficultés à accéder au foncier. Donc, il y a toute cette diversité déjà là dans une communauté. Donc, moi, j'allais vous dire, pour répondre à la question, j'allais vous dire, ça dépend. Cette fameuse catégorisation, hein, que les humanitaires et les agences de développement font, avec des schémas extrêmement, j'allais dire, élaborés, hein, pour essayer d'essayer d'être le plus juste possible dans la catégorisation, parce qu'on ne peut pas servir tout le monde, hein, je veux dire, c'est ça, la base de la catégorisation, c'est ça, on peut pas, on a des enveloppes qui sont définies, donc malheureusement, on ne peut pas arroser tout le monde, entre guillemets, donc on essaie de faire des catégories pour cibler les plus vulnérables. Mais ceci étant, cette approche, moi, je me demande si elle est pertinente, je me demande si on ne doit pas... Alors, il y a toujours des risques, hein, de corruption, de détournement. Hein, j'entends bien Paul Robin, bien évidemment, il y a toujours ce risque de captation, hein, de la ressource, hein, humanitaire. Mais ceci étant, je me demande si finalement passer par les collectivités territoriales, donc les maires, il y a toujours un maire ou un chef de village, j'allais dire, qui peut être... je me demande s'il ne faut pas lui laisser la main aussi, parce que c'est finalement lui qui a aussi une certaine légitimité
c'est lui qui sera là avant, c'est lui qui a été là avant nous et c'est lui qui sera là après nous. Donc, de toute façon, c'est lui qui a à gérer les choses. Et ces catégorisations qui sont faites dans le ciblage des plus vulnérables, je ne suis pas sûre que ce soit perçu. Je ne suis pas sûre que les bénéficiaires, si vous voulez, et les familles des bénéficiaires, je ne suis pas sûre de leur perception à ce sujet. Pour avoir lu, il y a des articles à ce sujet sur la sécurité nutritionnelle, si vous voulez, quand vous voyez qu'il y a des mamans qui échangent les bracelets des enfants, etc., qui pleurent quand elles n'ont pas le bracelet parce qu'elles ne vont pas partir avec j'allais dire la dotation du PAM. C'est ça la réalité aussi. Et donc finalement, ne pas cibler les vulnérables, mais avoir une approche, j'allais dire, englobante et surtout compter sur les relais locaux, mais des relais locaux qui ont une autorité de fait. Moi, je pense que c'est une approche qui aurait le mérite d'être essayée. Je ne dis pas forcément d'être adoptée, mais qui peut-être, dans certains contextes, aurait le mérite d'être essayée. En s'effaçant un peu, j'ai bien aimé le mot de l'effacement, mais c'est vrai, en s'effaçant un peu, derrière, pour le coup, les dépositaires, voilà, d'une certaine légitimité. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais de toute façon, c'est la légitimité du coin. Donc, on doit faire avec, j'allais dire. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur la question. Et le temps qui nous est imparti est écoulé. Et donc, je vais redonner la parole à Omar. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé, d'avoir invité. Merci. Merci beaucoup à mon collègue David d'ICIC, ici à l'ONU. Malheureusement, on sait que nous avons beaucoup de questions, mais on n'a pas plus de temps pour ça. Mais nous allons envoyer un email avec un article en anglais, avec un résumé de ce webinaire et un lien vers les vidéos YouTube en français. Et nous remercions à tous les orateurs conférenciers pour sa participation et pour toutes les personnes qui ont vu ce webinaire en ligne. Bonne journée à tous.